Bonsoir. Euh, Ceci est le premier Facebook Live du cercle marxiste de Louvain-la-Neuve, pour des raisons que vous connaissez tous, c'est-à-dire le confinement généralisé de la population belge suite à la crise du coronavirus. On n'a pas pu faire cette activité-ci sur le campus de Louvain-la-Neuve. On a été forcés d'utiliser ce nouveau moyen de communication qui, à mon avis, est très utile pour faire une vidéoconférence. Donc, je suis Eric de Meester, je suis rédacteur de la revue Révolution et de la revue Vaincre, qui sont les revues de la section belge de la tendance marxiste internationale. Donc, ce soir, on va parler du marxisme et de l'anarchisme. L'exposé va durer, disons, à peu près 30-35 minutes. Après quoi, vous aurez l'occasion de poser des questions via Facebook et on essaiera d'y répondre collectivement. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, on vous la donnera dans les prochaines heures, sinon demain. Voilà, donc la tendance marxiste internationale, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la tendance qui édite cette revue-ci. Vous avez peut-être vu sur le campus les dernières semaines. Et notre objectif, en effet, c'est de préparer un bouleversement social fondamental dans cette société, parce qu'on croit que le capitalisme est un système criminel, un système qui détruit la nature, détruit la santé, détruit toute perspective au fait de vie digne sur cette planète. Donc, mais au centre de préoccupation de beaucoup de jeunes qui veulent changer la société se trouve au fait deux théories, le marxisme et l'anarchisme de l'autre côté. Beaucoup de jeunes sont un peu perplexes lorsqu'ils veulent s'engager pour changer la société. Ils voient toute une série de courants qui, en apparence, se donnent les mêmes objectifs. Et je crois, oui, qu'il y a toute une série de similarités entre anarchisme et marxisme. Mais l'existence de deux courants politiques distincts n'est pas fortuit. Donc ce qui unit, ou ce que nous avons les marxistes et les anarchistes communs, c'est en effet que oui, nous voulons lutter contre le capitalisme, nous voulons mettre fin à l'exploitation et à toute forme d'oppression, nous sommes aussi pour la disparition de l'État, et nous voulons, et nous sommes convaincus que la seule façon d'y arriver, c'est par une révolution. Mais à notre avis, les fondements théoriques de l'anarchisme sont entachés de faiblesses très très importantes, qui fait que dans la pratique, l'anarchisme conduit à entraver la lutte de la classe ouvrière pour son émancipation, la lutte de l'humanité pour son émancipation. Un petit avertissement, peut-être, avant de continuer. Il y a une très grande variété de courants anarchistes. Il y a des anarchistes qui ont une véritable vision de classe, qui se base sur la classe ouvrière, d'autres qui n'en ont pas du tout. Il y a des anarchistes qui s'opposent à l'organisation politique et d'autres qui épousent l'idée d'une organisation politique. Les rapports avec le syndicalisme varient aussi entre différents courants anarchistes. Certains courants aussi se disent ouvertement terroristes et adeptes des méthodes du terrorisme individuel. D'autres sont plutôt pacifistes. Il y a des adhérents de Proudhon, il y a des adhérents de Kropotkin, des adhérents de Bakounine. Il y a des individualistes pour lesquels l'anarchisme est essentiellement un style de vie. Donc pour critiquer l'anarchisme, on a un petit problème. C'est qu'on fait face au fait à une cible mouvante. Donc s'il y a des camarades anarchistes qui nous regardent en ce moment-ci et qui se disent « mais au fait, moi je ne me sens pas du tout interpellé par cette critique », probablement ils ont raison. Probablement ils se trouvent dans l'une ou l'autre des variantes de l'anarchisme que nous ne critiquons pas spécifiquement aujourd'hui. Je voudrais surtout me concentrer sur trois aspects des différences de l'anarchisme et du marxisme. Un, c'est la question de l'État. Deux, c'est la question de la
la direction politique. Et 3, l'expérience concrète de l'anarchisme, et plus particulièrement l'expérience de la guerre civile espagnole, ou pour être plus précis, l'expérience de la révolution espagnole qui s'est déroulée de 1936 à 1939. D'abord, l'État. Les anarchistes, en fait, sont pour l'abolition de l'État, sont contre l'État. Alors, le mot anarchisme veut dire absence de pouvoir, sont opposés à toute forme de gouvernement, toute forme d'État. Tout État est pour eux une forme d'oppression. Les anarchistes veulent remplacer l'État par un gouvernement de la communauté, une sorte d'autogouvernement, une sorte d'autogestion. Les anarchistes, à notre avis, ont une vision peu scientifique de l'État. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ils ont une vision très abstraite et non matérialiste de l'État. Je voudrais citer quelques analyses ou éléments d'analyse d'anarchistes fondamentaux à propos de l'État. Tout d'abord, il y a un certain personnage qui s'appelle Max Stirner, qui est un anarchiste dont le marxiste Plekhanov disait qu'il est l'anarchiste le plus intrépide et le plus conséquent. Que dit Max Stirner à propos de l'État? Je cite, « Nous sommes tous deux, l'État et moi, des ennemis. » Dans d'autres écrits, il dit « Tout État est une tyrannie, que ce soit la tyrannie d'un seul ou plusieurs. » Une dernière citation de Max Stirner, « L'État n'a toujours qu'un seul but, borner, lier, subordonner l'individu, l'assujettir à la chose générale. » Proudhon dit la chose suivante à propos de l'État ou du gouvernement. Il dit « Le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la servitude. » Il dit « Quiconque met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran. » Et pour conclure, le florilège de citations de théoriciens anarchistes, Bakounine, il dit « L'État est une abstraction dévorante de la vie populaire. » Il continue « L'État est un immense cimetière où à l'ombre et sous le prétexte de cette abstraction viennent généreusement, béatement, se laisser immoler et ensevelir toutes les aspirations réelles, toutes les forces vives d'un pays. » Donc nous croyons que l'anarchisme n'a pas une vision scientifique de l'État, elle n'a pas une vision matérialiste de l'État. Alors qu'est-ce que nous, marxistes, disons de l'État? D'abord, c'est que l'État n'a pas toujours existé. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que la plus grande partie de l'humanité n'a jamais connu d'appareil d'État. L'humanité a vécu très très bien sans État. Nous croyons que si l'État n'a pas toujours existé, il est possible aussi de créer les conditions matérielles et politiques pour que l'État disparaisse. Alors qu'est-ce que l'État pour les marxistes? L'État naît justement du fait de l'existence d'antagonismes sociaux, plus particulièrement d'antagonismes de classe. D'antagonismes de classe qui ne peuvent pas être réconciliés. L'État est un véritable monstre, une sorte de léviathan, un pouvoir qui se dresse en apparence au-dessus de la société pour maintenir l'ordre. Quel ordre? L'ordre d'une classe bien particulière. Les marxistes disent que l'État est un instrument de domination d'une classe sociale sur une autre classe sociale. C'est un appareil judiciaire, policier, une armée, une administration, un système fiscal, des prisons, qui assure cette domination de classe et la perpétue. Donc avant, au fait, l'existence de classes sociales, car les classes sociales non plus n'ont pas toujours existé, et l'écrasante histoire de l'humanité était une histoire sans l'existence de classe sociale, mais donc que l'existence de classe sociale fait apparaître aussi la naissance de l'État. Donc c'est vrai, anarchistes et marxistes sont d'accord pour dire l'État doit être éliminé. Donc nous sommes d'accord avec les anarchistes pour dire que nous sommes contre l'État, nous sommes contre l'appareil d'État, nous sommes contre cette forme d'oppression. Mais comment arriver à la disparition de l'État?
comment cet État peut disparaître et qu'est-ce qui remplace cet État est le sujet de vives polémiques entre anarchistes et marxistes. Nous pensons qu'on a besoin d'un État pour pouvoir vaincre la résistance des nantis, pour pouvoir vaincre la résistance des banquiers, des financiers, des riches, des grands propriétaires qui ne vont pas, en fait, abandonner comme ça, par conviction, par courtoisie, leur pouvoir, leur privilège, leur domination de la société. Et donc, nous croyons que nous avons besoin d'un État pour s'opposer à leur résistance. Mais la question, c'est de savoir quel État nous avons besoin après une révolution socialiste. L'expérience la plus intéressante au XIXe siècle, de ce point de vue-là, est la Commune de Paris. La Commune de Paris, qui était la première tentative de renversement de l'État capitaliste à Paris en 1871. C'était une véritable prise d'assaut du ciel par les petits artisans, les ouvriers, les femmes, les jeunes à Paris. La Commune de Paris a tenu pratiquement 3 mois avant d'être écrasée brutalement dans le sang. Et dans l'excellent livre de Lénine, il s'appelle État et Révolution, il récapitule les enseignements que peuvent tirer les marxistes de l'expérience de la Commune de Paris, surtout sur la question de l'État. Et qu'est-ce qu'il donne comme critère pour le nouvel État après la Révolution? Il dit d'abord, dans cet État-là, tous les fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires doivent être élus librement et démocratiquement. Et surtout aussi doivent être révocables à tout moment. Il ajoute, aucun élu ne peut gagner plus que les travailleurs qu'il représente. Donc il est pour, et ça c'est l'expérience de la Commune, pour l'abolition de tous les privilèges liés à l'exercice d'une fonction politique ou dans l'administration du nouvel État. Il ajoute aussi, ça c'est l'expérience de la Commune, c'est qu'il faut mettre fin à l'armée permanente. Il ne faut plus une armée permanente, il ne faut plus une armée de caserne, il ne faut plus une armée professionnelle, il faut une armée composée, au fait, de la population en armes, le peuple en armes, dit-il. Il ajoute à cela, sur base de l'expérience de la Commune, que graduellement, toutes les fonctions administratives doivent connaître une rotation, doivent être échangées. Il a cette belle formule, et si tout cuistot, en fait, peut devenir Premier ministre, bien on aura atteint, en fait, un niveau assez supérieur d'autogouvernement des masses. Il ajoute aussi à un moment donné, dans ses écrits, si chacun est un bureaucrate, plus personne n'est un bureaucrate. Donc ça, c'est la vision marxiste de l'État, qui est en contradiction très forte avec la vision non scientifique et assez abstraite de la plupart des courants anarchistes sur l'État. Mais quand je dis État, après la Révolution, en fait, je ne dis pas quelque chose de juste. Je crois que l'État sera un demi-État, un semi-État, dans le sens que pour la première fois dans l'existence des sociétés de classe, l'État ne sera plus un instrument de la domination d'une minorité sur une majorité, mais sera l'instrument, la domination de l'écrasante majorité de la population sur une petite minorité d'ex-capitalistes, de gens qui essayent de retourner à l'ancien système, etc. Dans cet État-là, tous les partis seraient autorisés, tous les partis qui acceptent les nouvelles limites, le nouveau périmètre de la société pourraient en fait agir et exister démocratiquement, à l'exception des fascistes et de tous ceux qui veulent, les armes à la main, renverser le régime existant. Donc, ça c'est l'État qui, à notre avis, doit être l'État qui doit suivre directement le renversement du capitalisme. La forme laquelle ça a pris
après la Commune de Paris. Ce sont les soviets, par exemple, en 1905, en Russie, ou plus tard en 1917, ou en Allemagne, les conseils de soldats ouvriers, dans d'autres pays, les conseils d'usine. Au fait, depuis l'expérience de la Commune de Paris, on voit dans toute une série de pays naître, dans des moments révolutionnaires, des organes d'autogouvernement des masses qui sont extrêmement démocratiques et qui sont en fait l'embryon de l'État futur qui remplacera l'État capitaliste. Donc l'État, contrairement à ce que pensent les anarchistes, ne peut pas être aboli du jour au lendemain. On ne peut pas tourner son dos à l'État. L'État va disparaître, va dépérir, c'est la formule, je crois que l'utilise Lénine, à condition que les conditions qui sont à la base, au fait, de l'existence d'un État, ça veut dire des classes sociales séparées et antagonistes, dépérissent aussi. Donc, l'État ne pourra pas disparaître tout de suite après une révolution victorieuse. Ce sera un demi-État, l'État de la majorité de la population, qui exercera directement un contrôle de façon démocratique et libre sur l'administration du pays. Et c'est en créant des conditions pareilles que, en fait, l'État pourra disparaître. On arrivera à une sorte de auto-administration de la population. L'anarchisme est en échec total, dire, sur cette question-là. L'expérience de l'Espagne, de la Révolution espagnole, le démontre très bien. Un petit flashback, aux années 20-30, l'Espagne connaît des organisations anarchistes très puissantes. En fait, la fleur de la classe ouvrière, à Barcelone, en Catalogne en particulier, mais pas seulement en Catalogne, est organisée dans les syndicats anarchistes. La CNT, qui est le syndicat anarchiste, est la plus grande organisation ouvrière en Espagne, aussi plus grande que l'UGT, le syndicat socialiste ou d'autres organisations. Malgré cela, en fait, la Révolution espagnole, l'expérience dans la pratique des idées anarchistes va montrer, à notre avis, la banqueroute des idées anarchistes, dans le sens que ces idées anarchistes ne peuvent pas être, en fait, des théories ou une stratégie suffisante pour changer avec succès la société. Ceux qui connaissent un peu leur livre d'histoire doivent se rappeler qu'en 1936, en Espagne, a lieu un coup d'État organisé par Franco, un coup d'État franquiste, fasciste, contre la République qui était au pouvoir à ce moment-là, une république bourgeoise. Donc en été 1936, toute une série de casernes, les soldats avec leurs officiers, leurs sous-officiers, veulent renverser le régime républicain. Et à Barcelone, on voit en particulier, mais dans toute une série d'autres grandes villes, mais en Barcelone en particulier, qui est vraiment le centre névralgique du mouvement ouvrier espagnol avec la Catalogne, le Pays Basque et les Asturies. Mais les ouvriers prennent d'assaut, pratiquement sans armes, les casernes et réussissent en quelques jours à écraser dans l'œuf l'insurrection fasciste. Dans le sillage de cette insurrection ouvrière à Barcelone et en Catalogne, les ouvriers mettent sur place des comités d'usine, des comités ouvriers, prennent le contrôle de la production, gèrent toute la société. En fait, l'ancien État bourgeois, l'État républicain, a totalement disparu, ou semble avoir totalement disparu. En tout cas, il est largement en retrait et absent, et ce sont les travailleurs organisés qui mènent la société. Il aurait été facile à ce moment-là d'élire un gouvernement ouvrier en Catalogne et de l'étendre au reste de l'Espagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se forme en Catalogne un gouvernement d'unité républicaine, un gouvernement antifasciste, entre guillemets, qui réunit bourgeois, socialistes, communistes et, à grande surprise des anarchistes,
aussi des ministres anarchistes. Oui, il y a eu des ministres anarchistes, dire dans l'histoire. Ça paraît une contradiction dans les termes, malheureusement, ce ne l'est pas. Donc, en Catalogne, il y a des ministres anarchistes. Dans la province de Valence, il y a des ministres anarchistes. Et ceux-là vont clairement jouer le rôle de ministres responsables, vont, au fait, limiter la révolution espagnole à un périmètre bourgeois, ne vont pas vouloir, au fait, renverser le capitalisme. On va même voir au moment, en 1937, lorsque les ouvriers de Barcelone se révoltent une deuxième fois contre ce qui leur apparaît à juste titre comme une confiscation de leur révolution par les républicains bourgeois et par les communistes staliniens et les socialistes réformistes, les anarchistes, les ministres anarchistes vont demander aux ouvriers de déposer leurs armes et de ne pas entrer en révolte contre leur gouvernement. L'attitude de ces ministres, des dirigeants anarchistes à l'époque-là, n'est pas une erreur, n'est pas, comment dire, le résultat de quelques pommes pourries, dans le mouvement anarchiste. C'est véritablement le résultat d'une faiblesse inhérente à la théorie et à la pratique de l'anarchisme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ces anarchistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas une vision scientifique de l'État, rejettent l'État, tournent le dos à l'État, même en situation de révolution. Les anarchistes en Catalogne contrôlaient le mouvement ouvrier, avaient une position dominante, influençaient la plupart des actions des ouvriers en Catalogne, et contrôlaient de fait l'économie catalane. Les anarchistes pensaient que c'était suffisant. C'est suffisant pour pouvoir, en fait, réaliser l'autogouvernement des masses, des travailleurs, etc. Les marxistes qui existaient à ce moment-là en Catalogne ont propagé l'idée de la nécessité d'élire des conseils de travailleurs, de paysans, pour que c'est, à l'image des soviets en Russie en 1917, remplace l'appareil d'État existant et mettre de côté le bourgeois, la République bourgeoise et le gouvernement bourgeois. Les dirigeants anarchistes se pensaient plus pragmatiques que les pragmaticiens, se pensaient plus réalistes que les révolutionnaires. En fin de compte, les dirigeants anarchistes, je ne parle pas des ouvriers anarchistes et des paysans anarchistes, mais les dirigeants anarchistes de ce type-là ont contribué à la mort de la révolution espagnole et à l'échec de la lutte contre le fascisme et à la victoire du fascisme. Ils partagent cette responsabilité avec les staliniens et avec les dirigeants socialistes réformistes. Une exception notable parmi les anarchistes espagnols à l'époque, c'est Buenaventura Durruti, qui était un anarchiste qui menait les colonnes armées des milices anarchistes en dehors de la Catalogne, entre autres dans la région d'Aragon. Et lui, contrairement aux dirigeants anarchistes, aux ministres anarchistes des différents gouvernements en Espagne, ne voulait pas limiter la lutte antifasciste aux frontières de la propriété privée capitaliste ou de la propriété privée des propriétaires terriens féodaux. Chaque fois que Durruti, à la tête de ses hommes, faisait la conquête d'un village, expulsait les fascistes, les curés et les nonnes des villages, il allait plus loin. Il discutait avec les paysans, avec les ouvriers agricoles, et imposait une réforme agraire radicale qui mettait fin, en fait, à la propriété terrienne féodale qui a dominé l'Espagne pendant des siècles et des siècles. Et Durruti savait qu'à chaque fois, quand il abandonnait ou il laissait derrière lui un village pour aller conquérir un autre village, que ce village serait en fait une forteresse très solide de la révolution sociale qu'il menait.
Et avec des anarchistes comme Buenaventura Durruti, nous travaillerions au fait en parfaite concordance d'idées et de méthodes. Donc ça, c'est le deuxième axe de notre éthique de l'anarchisme, après l'État, après l'expérience concrète de la Révolution espagnole et la banqueroute de la pratique anarchiste, duquel au fait le mouvement anarchiste ne se relèvera jamais. Il faut se rappeler que dans les années 30, l'anarchisme était le courant dominant du mouvement ouvrier en Espagne, dont il se reconnaissait la plupart des travailleurs révolutionnaires en Espagne. Aujourd'hui, l'anarchisme en Espagne est réduit à partie congrue, et c'est le résultat, au fait, de la banqueroute des dirigeants anarchistes de l'époque. Une troisième chose que je voudrais aborder ici, c'est la question de la direction et de l'organisation politique. Il y a certains anarchistes qui disent, au fait, nous n'avons pas besoin de dirigeants dans la lutte sociale, nous n'avons pas besoin de dirigeants dans nos efforts pour changer la société. À première vue, ça semble une idée attractive. C'est vrai que la plupart des dirigeants du mouvement ouvrier ou de la protestation sociale en Belgique, en Europe, dans le monde, ben oui, ce sont des dirigeants réformistes. Certains sont ouvertement corrompus. Ils ne veulent pas vraiment changer la société. Et face à ça, quelqu'un qui se réveille à la politique, à la volonté de changer la société, dit, ben, en fait, notre problème, c'est peut-être l'idée même du dirigeant. Et donc, il faudrait peut-être mettre à bas le concept même de dirigeant. Nous croyons que ce type de réaction ne résiste pas à une analyse critique. En fait, dans tout conflit social, dans toute petite révolte ou grande révolte, dans toute action dans un quartier, dans une entreprise, dans une école, il y a toujours une direction. Souvent, c'est une direction naturelle, spontanée. On peut s'imaginer une grève, ne serait-ce que 30 minutes dans une entreprise, autour d'un problème d'un atelier. Mais le patron va venir ou va envoyer son contremaître, et avec qui le contremaître va discuter. Si c'est une petite unité, un petit atelier, c'est facile, il discutera avec tout le monde. Mais si c'est une plus grande unité, il faudra élire quelqu'un, un homme ou une femme, ou plusieurs hommes ou plusieurs femmes, qui ont la confiance des travailleurs, qui ont prouvé par leur expérience, par leur probité, par leur formation politique, qui sont capables de mener une discussion avec un contremaître ou un dirigeant, qui sont capables de tenir tête à un patron ou un homme politique. Et donc, dans tout conflit social, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a une direction. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Naturellement, la plupart des gens qui sont actifs aujourd'hui, en Belgique en particulier, n'ont jamais connu de grève générale insurrectionnelle, n'ont jamais connu de grève générale tout court, de situation révolutionnaire, etc. Et on peut se demander, oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir des dirigeants, une direction politique qui soit à la hauteur d'un tel défi, une grève générale, une insurrection, une révolution? Bien, je crois que la réponse, elle n'est pas simple. Et cette direction, elle se prépare maintenant. Ça veut dire qu'elle se prépare aujourd'hui. On ne sait pas quand auront lieu des événements révolutionnaires. On ne peut pas définir un calendrier précis, mais je crois que ceux qui ont observé le monde les derniers mois, surtout depuis le mois d'octobre, en Amérique latine, au Moyen-Orient, et surtout maintenant aussi, avec la crise du coronavirus, se rendront bien compte que la situation est grosse de possibilités révolutionnaires. Elle est grosse de situations d'insurrection populaire.
Et donc, si ce n'est pas pour demain ou après-demain, en tout cas, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer à de tels événements. Pourquoi est-ce qu'il faut, à ce moment-là, une direction politique? Et je crois que euh, la raison principale, c'est qu'une révolution, un changement de société ne s'improvise pas. Il faut réfléchir, il faut avoir étudié l'histoire, en particulier l'histoire des luttes des classes, l'histoire des révolutions, dont la plupart n'ont pas réussi, mais aussi l'histoire de révolutions réussies, comme la révolution russe, l'histoire de la Commune de Paris, l'histoire en fait de toute l'humanité doit être étudiée, tout comme les stratèges militaires, les généraux, les officiers étudient à l'école militaire les batailles de Jules César ou de Napoléon, ou de Spartacus, parce qu'ils discutent aussi et étudient pas seulement des guerres classiques, mais ils discutent aussi des guerres sociales. Ce que nous devons faire aussi, eh bien, comme eux, nous devons, dans notre académie, l'académie de la Révolution, étudier l'histoire. Parce que une révolution, je veux dire, est quelque chose qui ne dure pas nécessairement très longtemps. Le temps, le moment de saisir l'opportunité de changer la société est quelque chose d'extrêmement important. Le temps n'est pas un ami dans une révolution. Je suis convaincu que dans une situation révolutionnaire, la masse des gens apprend très 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 vite, sort d'une léthargie, sort d'une apathie politique, font preuve d'un énorme courage, d'un sacrifice extraordinaire, sont capables de faire des choses dont ils ne s'imaginaient pas qu'ils auraient osé le faire. Mais en face de nous, nous avons un ennemi de classe, qui lui aussi a étudié les révolutions, qui lui aussi manœuvre à des tactiques, à une stratégie, à un programme pour combattre la révolution. Et donc, les tactiques, les stratégies, les méthodes, le programme pour mener une révolution doivent s'apprendre à l'avance. On ne peut pas l'apprendre au moment même, parce que les occasions ne se multiplient pas. Les occasions sont rares. Et donc, la question, c'est de saisir le moment, seize the moment, comme on dit en anglais, et ça nécessite une organisation politique, à notre avis. Vous allez me dire, oui, mais vous avez dit tout à l'heure que dans une révolution, les gens apprennent très très vite. C'est vrai, les gens apprennent très vite. Mais au fait, l'accélérateur de la prise de conscience, c'est pas seulement une révolution, mais c'est aussi une organisation révolutionnaire. Nous croyons qu'une organisation révolutionnaire, contrairement à ce que beaucoup d'anarchistes ne pensent pas, est une école de préparation à la révolution socialiste. Et donc, cette expérience, nous l'avons comme internationale. La tendance marxiste internationale, ceux qui la découvrent maintenant vont dire que c'est une jeune internationale. De certaine façon, c'est une jeune internationale. Mais en fait, elle remonte au XIXe siècle, elle remonte à la première internationale fondée par Marx et Engels, elle remonte à la deuxième internationale, l'internationale socialiste, elle remonte à la troisième et la quatrième internationale. Donc nous avons, à travers nos écrits, nos livres, accumulé une très très grande, une très riche expérience. Et cette expérience, elle est finie, elle est achevée? Non. Elle continue à se construire, cette expérience. Mais elle est vitale, au fait, à notre avis, pour pouvoir assurer que les insurrections populaires du futur, pour les situations révolutionnaires du futur, pour les grèves générales du futur, puissent aboutir à une victoire. Donc ça nécessite une théorie. Nous croyons que c'est la théorie marxiste qui est le plus à même de préparer un changement révolutionnaire victorieux. Les camarades anarchistes, au fait, à notre avis, ne sont pas à la hauteur avec leur théorie ou leur inorganisation ou leur organisation très anarchique. Nous croyons aussi
qu'il faut une organisation centralisée, disciplinée, démocratique, j'insiste là-dessus. Il y a liberté totale de discussion dans notre organisation. Mais une fois qu'une décision est prise, bien on va tous dans le même sens. La centralisation, elle est d'abord politique. Et cette organisation-là, nous voulons la construire aujourd'hui. C'est la même organisation qui a réussi à faire la révolution russe en 1917. C'était l'organisation autour de Lénine et Trotsky, les bolcheviks. Pour conclure, je crois que l'anarchisme est un peu, comme disait Trotsky, un parapluie avec plein de trous. En fait, au moment où on en a plus besoin, l'anarchisme nous est inutile. Il y a toute une série d'autres questions que je pourrais débattre avec vous ce soir sur nos différencies de l'anarchisme, comme la méthode de débat, le consensus, d'autres méthodes aussi, l'idée de la grève générale qui fera tomber comme un fruit mûr le capitalisme. Il suffirait de croiser les bras pour que le capitalisme s'écroule, etc. Mais je ne crois pas que l'anarchisme, et je le répète, soit là, véritablement à la hauteur. Nous travaillons régulièrement avec des camarades anarchistes. Nous tendons régulièrement la main aux camarades anarchistes. Je crois qu'on n'est pas habitué en Belgique à avoir des polémiques, à avoir des discussions franches entre tout rang politique. Et donc, cette occasion-ci, ce Facebook Live et d'autres initiatives que nous avons déjà prises dans un passé récent, ou nos brochures, sont une tentative d'entrer en dialogue avec ces jeunes-là qui sont un peu perplexes par rapport à l'existence de courants politiques différents et qui veulent tous la même chose. L'existence de ces courants politiques est nécessaire. Il est nécessaire de le différencier. Ça n'implique pas une attitude sectaire vis-à-vis des autres courants. Ça nécessite l'unité d'action quand c'est possible et quand c'est nécessaire. Et nos camarades le font, là où ils sont actifs, à l'UNIF, dans les écoles, dans les entreprises, dans les syndicats. Donc, pour conclure, je crois que si cet exposé vous a fait réfléchir, si cet exposé vous a fait un peu changer d'idée, eh bien, je vous invite à continuer la discussion ici sur Facebook. Contactez nos camarades de Louvain-la-Neuve, contactez-les via mail, via Facebook. Nous allons continuer à faire des Facebook Live dans les semaines à venir, pas seulement avec le cercle marxiste de Louvain-la-Neuve, mais avec la revue Révolution. Tous les jeudis, nous allons faire un jeudi du marxisme qui, les 4 ou 5 dernières années, était une activité mensuelle, mais nous avons décidé d'en faire une activité hebdomadaire maintenant. Le prochain jeudi du marxisme aura lieu ce jeudi à 19h30 avec un camarade italien qui nous expliquera l'état de la lutte des classes à l'époque du coronavirus. Dans les prochaines semaines, nous aborderons d'autres thèmes, mais je crois que si vous êtes vraiment convaincu qu'il faut changer la société, entrez en contact avec nous et je crois qu'on pourrait construire cette organisation qui transformera en fait cette société qui nous condamne depuis quelques semaines à une terrible épidémie, qui nous condamne à l'angoisse, à un sentiment d'impuissance, qui nous condamne au fait à vivre dans la peur, confinés, l'un séparé de l'autre. Et c'est ce système-là que nous voulons renverser. Donc je vous dis bonsoir et à la prochaine fois.